Peut-on survivre sur une île déserte ? Il existe plein de livres, de séries et de films avec ce type de scénario. Mais cela n'a rien à voir avec l'histoire de ces 6 jeunes hommes qu'ils ont vécu il y a 50 ans. En 1966, un Australien appelé Peter Warner est allé en Tasmanie, où il gardait sa flotte de pêche. C'était le fils d'un des hommes les plus riches du pays, et il aimait tellement la mer qu'il voulait monter sa propre entreprise de pêche. Sa passion l'a mené à l'île isolée d'Ata, un endroit qu'il pensait inhabité. Peter a voyagé à travers les îles Tonga, comme à son habitude, quand il a aperçu une chose étrange sur l'île. Il a pris ses jumelles et a examiné la falaise. L'île était inoccupée, mais il a remarqué des traces de brûlure sur les rochers. Plutôt étrange quand ce n'est pas la saison des feux. En réfléchissant, Peter a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Un garçon aux cheveux longs a couru sur la falaise et a sauté dans l'eau. Puis d'autres garçons sont apparus sur la falaise. Quand le premier garçon a atteint le bateau de Peter, il s'est présenté, contre toute attente. Son nom était Steven. Ils étaient 6 sur l'île et cela faisait 15 mois qu'ils étaient là. L'aventurier australien avait plein de questions concernant leur histoire et comment ils avaient réussi à survivre. Tout a commencé par une bêtise d'adolescents. Un groupe de 6 amis entre 13 et 16 ans ont voulu faire l'école buissonnière. Ils ont profité d'un moment où personne ne les surveillait, ont pris un bateau de pêche et s'en sont allés en mer, loin de leurs problèmes. Mais ils ne savaient pas qu'ils se dirigeaient droit sur une tempête. Les garçons ont lutté pendant 8 jours au milieu de l'océan sans carte ni boussole. Ils n'avaient rien à manger ni à boire. Mais le 8e jour, ils ont aperçu la terre, l'île Ata. Ils ont posé pied à terre et ont alors découvert une île qui n'avait rien de paradisiaque. Pas de cocotiers ni de plage de sable. Cet endroit ressemblait à un rocher massif au milieu de nulle part. L'île était inhospitalière. Le bateau s'était d'ailleurs craché contre les rochers, si bien que dès qu'ils sont descendus du bateau, ils étaient complètement coupés du reste du monde. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Les jeunes hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas rester sur la côte trop longtemps. Une autre tempête pouvait les faire dériver de nouveau en mer. Ils ont donc commencé à chercher un endroit où rester sur la colline. En recherche d'un sentier, ils ont construit une maison sur la corniche, sous un rocher. C'est devenu leur abri durant 3 mois. Après 100 jours de recherche infructueuse, ils ont finalement trouvé un chemin pour grimper. Cela a duré 2 jours. Ils ont dû s'arrêter plusieurs fois pour se reposer ou retourner sur leurs pas, quand la route était en fait un cul-de-sac. Sur le chemin, ils ont trouvé de vieux couteaux, laissés par des gens qui avaient vécu sur l'île plusieurs années auparavant. Enfin, ils ont atteint le haut de la montagne. Cela n'avait rien à voir avec la nature très brute en bas de l'île. En fait, ils étaient heureux de rester en haut sur la crête paisible et à l'abri du vent, où ils ont trouvé plein d'arbres fruitiers. Ils ont réussi à faire un feu grâce à de simples outils. Une fois le feu allumé, ils ne l'ont jamais laissé s'éteindre. Il a donc brûlé pendant 1 an. Dès ce jour, les adolescents ont cuisiné des bananes, des haricots sauvages, des oiseaux et tout autre aliment qu'ils trouvaient. Et quid de l'eau ? Eh bien, les adolescents avaient trouvé une solution à ce problème aussi. L'un d'eux se souvenait de comment on obtenait de l'eau à partir de troncs d'arbres. Il lui a fallu 4 jours pour creuser suffisamment profond pour en trouver, mais cela a fonctionné. Ensuite, le groupe a fait une maison en feuilles de palmier et de buissons. Ils ont déplacé le feu à l'intérieur pour que l'eau ne puisse pas s'éteindre. Les rats étaient attirés par la chaleur de leur foyer et l'attaquaient parfois, mais ils ont réussi à venir à bout de ce problème aussi. Ils ont fabriqué des couvertures épaisses pour se couvrir la nuit et se protéger des rats. Après quelque temps, ils ont essayé de s'enfuir de l'île Ata. Ils ont construit un radeau, mais il s'est craché contre les falaises rocheuses quelques minutes après avoir quitté la rive. C'est alors qu'ils ont compris qu'il y avait très peu de chances pour qu'ils quittent un jour leur île. Mais ils ne perdaient pas espoir d'être secourus un jour. Avec le temps, la vie sur l'île était presque devenue une routine. Les adolescents avaient amélioré leur qualité de vie autant de jour que de nuit. Ils travaillaient en binôme. Ils chassaient, cuisinaient, montaient la garde et surveillaient le feu. Ils avaient planté des graines de haricots, des bananes et utilisé des troncs d'arbres pour faire des réserves d'eau. Ils avaient même trouvé des poules laissées par les gens qui avaient vécu là auparavant, si bien qu'ils ont réussi à agrémenter leur régime alimentaire d'œufs. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Une nuit, un gros arbre s'est écrasé à quelques centimètres de leur abri. Mais le plus effrayant a eu lieu lors d'une expédition visant à attraper des oiseaux. L'un des garçons a grimpé en haut de la falaise pour trouver des œufs. Ils étaient allés plus haut que d'habitude, espérant trouver plus de nids, quand soudain, il a glissé et est tombé de la falaise. Ses amis l'ont retrouvé avec une jambe cassée. Ils l'ont aidé à se relever et ont pris soin de lui. Ils l'ont pansé avec des feuilles de cocotier et de palmier.
Pendant qu'il ne pouvait pas marcher, les autres ont pris la relève, le laissant ainsi se reposer et guérir. 4 mois plus tard, il a pu travailler à nouveau. Il avait toujours sa cicatrice, mais il pouvait de nouveau marcher. Après 6 mois sur l'île de Hata, les garçons avaient déjà l'impression d'avoir passé une éternité sur l'île. Ils se disputaient parfois, mais ils savaient qu'ils devaient se serrer les coudes pour survivre. Dès qu'une querelle se faisait sentir, ils s'éloignaient dans la jungle et passaient du temps seuls. Ensuite, ils résolvaient le conflit paisiblement et reprenaient leur travail ensemble. Quand ils s'ennuyaient, ils composaient des chansons et jouaient d'instruments de musique qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. Ils étaient souvent malheureux sur cette île, mais ils étaient en très bonne forme physique. Ils s'entraînaient et faisaient du sport tous les jours. Ils jouaient parfois au tennis et faisaient de la boxe. 4 saisons ont passé, mais leur routine était la même, jour après jour. Jusqu'à ce que soudainement, ils entendent l'un d'eux dire « Un bateau arrive !» C'était le bateau de Peter Warner. Les adolescents ont tout fait pour se faire remarquer. L'un d'eux a couru vers le rivage et les autres ont crié comme jamais ils ne l'avaient fait. Les garçons ont nagé vers le bateau aussi vite que possible. Leur plus grande peur était que le bateau ne reparte et les laisse sur l'île. Mais le bateau est resté et bientôt, tout le groupe était à bord. Le capitaine Warner et son équipage n'ont pas descendu l'échelle immédiatement. Ils avaient peur de ces garçons étranges. Les naufragés ne portaient pas de vêtements, leurs cheveux étaient longs et leur visage était sale. Mais ils parlaient anglais, alors ils ont raconté leur histoire à l'homme. Il les a crus, les a fait monter à bord, a appelé les autorités tongiennes par radio. C'est le jour où les garçons ont été secourus et sont revenus à la civilisation. Quand le bateau avec ses survivants à bord est arrivé sur leur île natale de Aafeva, presque tous les résidents les attendaient au port pour les accueillir. Les proches des garçons, qui pensaient ne plus jamais les revoir, ont pleuré de joie, les ont embrassés et ont enlacé leurs fils et leurs frères. Tout le monde a fêté leur retour. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Peter a appris que les garçons ne s'étaient pas présentés à la soirée organisée en leur honneur. Il a alors découvert qu'ils étaient en prison. Le propriétaire du bateau que les garçons avaient pris 15 mois auparavant avait décidé de les assigner en justice et les garçons ont été emprisonnés. Mais Peter Warner les a de nouveau sauvés. Il trouvait que leur histoire était parfaite à adapter en film et il a vendu les droits de l'histoire à une chaîne de télévision australienne. Il a utilisé l'argent pour payer un nouveau bateau aux pêcheurs. Ensuite, les garçons ont été libérés. Le capitaine Warner est devenu un héros national. Il a même reçu un message du roi des Tonga. Sa Majesté l'avait invité à une audience. Lorsque le capitaine Warner est arrivé, le roi l'a remercié d'avoir sauvé les garçons et lui a demandé ce qu'il souhaitait en guise de récompense. Peter Warner n'a pas réfléchi longtemps. Il a demandé au roi de lui permettre de lancer son entreprise de pêche de homards dans ses eaux. Et le roi a accepté. Alors, le rêve de Peter Warner est devenu réalité. Il a quitté l'entreprise de son père et s'est acheté un nouveau bateau de pêche. Et les garçons ? Ils sont devenus membres de son équipage et ont navigué dans les eaux du monde entier avec le capitaine Warner. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.